Vous vous souvenez d'Oumuamua, ce truc incroyable qui a traversé notre système venu d'ailleurs? Ah oui, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et voilà qu'un nouveau visiteur, 3i Atlas, vient de passer. Et ce qui est fou, c'est presque sa normalité. Exactement. Alors aujourd'hui, on plonge dans ce monde des objets interstellaires, les ISO. C'est ça. Pour cette plongée, on s'appuie sur quoi? Sur un rapport d'experts assez récent qui analyse ces voyageurs, et puis sur la théorie de Susan Pfalzner sur les graines planétaires. Ah oui, intriguant ça. Et aussi, bien sûr, le concept plus large de la panspermie. Ok, notre mission, si on l'accepte, décortiquer ce que sont ces ISO, voir comment ils pourraient semer des planètes, comme le dit Pfalzner. Et surtout, bien faire la différence avec l'idée que ces objets pourraient transporter la vie. C'est pas la même chose. Très important. Alors, commençons simple. C'est quoi un ISO au juste? Alors, en gros, c'est un objet, une comète, un astéroïde, peu importe, qui n'est pas lié à notre Soleil, ni à aucune étoile d'ailleurs. Il erre entre les étoiles. On n'en avait jamais vu avant Oumuamua en 2017. On le théorisait, mais on n'avait pas la preuve directe. Après Oumuamua, il y a eu 2i Borisov en 2019, et là, tout récemment, 3i Atlas en juillet 2025. Le fait qu'on en détecte plusieurs si vite, ça veut dire qu'il y en a plein. Mais oui, ça suggère qu'ils sont bien plus courants qu'on ne le pensait. Ils doivent traverser notre système tout le temps, en fait. Et ce dernier, 3i Atlas, qu'est-ce qu'il a de spécial? Sa vitesse? Oui, 58 km par seconde, c'est énorme. Mais surtout, son excentricité orbitale, 6,14. 6,14, ça veut dire quoi concrètement? Pour une orbite fermée autour du Soleil, c'est toujours moins de 1. Au-dessus de 1, c'est une trajectoire hyperbolique ouverte. 6,14, c'est, la preuve absolue qu'il ne vient pas d'ici. D'accord. Mais vous disiez qu'il était normal. Oui, et c'est ça le point clé par rapport à Oumuamua. Atlas, lui, il a une belle queue de comète. Il dégage du cyanure, du nickel, du CO2. C'est une comète, quoi. Une comète interstellaire, mais une comète quand même. Et pourquoi c'est important qu'elle soit normale? Parce que ça renforce l'idée que, la plupart de ces visiteurs sont sûrement des objets naturels formés ailleurs comme ils se forment ici. Ça nous donne une base. Ça rend peut-être les théories plus exotiques sur Oumuamua un peu moins nécessaires. Disons que ça remet les choses en perspective, et justement, ça nous amène à l'idée de Susan Pfalzner. Les graines planétaires. C'est lié à la difficulté de former des planètes, c'est ça? Exactement. Il y a un problème connu, la barrière du centimètre ou du mètre. Quand les petits grains de poussière dans un disque de formation planétaire grossissent, arrivés à cette taille, oui, les modèles montrent qu'ils ont du mal à continuer de s'agglomérer. Pire, ils ont tendance à freiner dans le gaz du disque et à tomber vers l'étoile assez vite. Et Pfalzner dit que les ISO pourraient aider. C'est son hypothèse. Elle pense que des ISO, disons d'une centaine de mètres, s'ils sont capturés par un jeune système solaire, pourraient servir de noyau, des fondations déjà solides. Ah, comme un raccourci pour la construction. Voilà. Ça permettrait de passer cette étape difficile et d'accélérer la formation des planètes, surtout les géantes gazeuses qui doivent se former vite avant que le gaz disparaisse. C'est logique. Ça pourrait expliquer pourquoi les étoiles plus massives forment plus de géantes Vérades. Elles capturent mieux ces ISO. C'est une des pistes, oui. Sa théorie est testée avec des simulations. Mais attention, là on parle de graines physiques, structurelles, un noyau rocheux glacé. D'accord. Une graine pour construire la planète elle-même. Tout à fait. Faut pas confondre avec l'autre concept qui utilise le mot graine, la panspermie. La panspermie, l'idée que la vie voyage dans l'espace. Précisément. L'hypothèse que la vie microbienne, ou au moins ses ingrédients de base, les molécules organiques complexes, peuvent être transportées d'un système à l'autre par des comètes, des astéroïdes. Il y a plusieurs versions de cette idée, non? Oui, on parle de lithopanspermie si les microbes sont protégés dans la roche, de pseudopanspermie pour le transport des molécules seules, et même de panspermie dirigée. Dirigée, c'est-à-dire? L'idée assez controversée qu'une civilisation extraterrestre pourrait intentionnellement ensemencer d'autres planètes. Ah oui, Crick et Orgel avaient proposé ça dans les années 70. C'est ça. Leur argument précis sur le molybdène est un peu daté maintenant, mais l'idée générale reste. On sait que certains microbes survivent dans l'espace. Les expériences sur l'ISS, par exemple. Exactement. Et on trouve des acides aminés, des briques de la vie dans les météorites et les comètes. Donc le transport des précurseurs, la pseudopanspermie, c'est assez plausible. Ok, donc pour être bien clair,
La graine de Pfalzner, c'est pour la structure de la planète, du caillou si on veut. C'est ça, c'est physique, inorganique. Et la graine de la panspermie, c'est pour la vie, le biologique. Voilà, la distinction est fondamentale. Pfalzner, c'est de l'astrophysique. La panspermie, c'est de l'astrobiologie. Et notre fameux Oumuamua dans tout ça, avec sa forme bizarre, son accélération étrange, Loeb avait même parlé de technosignature. Oui, cette hypothèse d'Avi Loeb a fait et fait toujours beaucoup débat. Elle reste très minoritaire. Il y a d'autres explications. On propose des explications naturelles, comme un dégazage d'hydrogène qu'on ne verrait pas directement. Mais c'est pas simple non plus. Et l'arrivée d'Atlas, ça change quoi pour Oumuamua? Disons que voir une comète interstellaire normale comme Atlas, ça tend à faire d'Oumuamua une anomalie, une exception fascinante, plutôt que la règle. Mais l'idée d'artefact de Loeb, conceptuellement, ça touche à la panspermie dirigée. Est-ce qu'on pourrait imaginer un truc fou? Un objet envoyé par une civilisation qui serait à la fois une graine physique pour aider une planète à se former et une graine biologique pour y mettre la vie. C'est... Complètement SF. Pour l'instant, oui, c'est très spéculatif. Ça combine les deux idées de manière extrême. Une sorte de terraformation interstellaire sur le très très long terme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que les ISO sont là, qu'ils sont nombreux, que la théorie de Pfalzner leur donne un rôle physique possible et important dans la formation des planètes. Et qu'il faut bien séparer ça de l'idée biologique de la panspermie. Tout à fait. Et que des observations comme Troy et Atlas nous aident à, garder les pieds sur Terre, à construire sur du solide. C'est essentiel de distinguer la théorie scientifique testable de l'hypothèse spéculative, même si elle est excitante. Exactement. Mais il faut garder l'esprit ouvert et explorer toutes les pistes. Et la petite pensée finale pour la route. Alors, peut-être celle-ci. Si on pense au grand filtre, cette idée qu'il y a peut-être un obstacle majeur qui empêche les civilisations de durer ou de s'étendre. Oui. Est-ce qu'une civilisation très avancée, se sentant menacée, ne pourrait pas voir la panspermie dirigée comme une sorte de stratégie ultime? Pas pour se sauver elle-même, mais pour sauver son héritage biologique. Envoyer la vie ailleurs comme une bouteille à la mer cosmique. Voilà. Pour laisser une trace biologique durable dans la galaxie, même si la civilisation elle-même disparaît. Une forme d'héritage au-delà de sa propre existence.